Salam alaikum, Azul Felaouen, bonsoir. Ni les arrestations, ni les fermetures des accès vers la capitale n'ont dissuadé les Algériens de sortir massivement manifester contre le régime autoritaire et son coup de force électoral. Non à la politique du fait accompli, non à la destruction de notre histoire, de nos valeurs et à la trahison des sacrifices de nos chouhada. Rabbi yarhamou. On venait juste de commémorer la mort de Ali Lapointe, Rabbi yarhamou, le 8 octobre dernier. Tous les Algériens connaissent la fameuse phrase du film L'opium et le bâton. Ali Materfedj, Moutwaqf. Aujourd'hui, le peuple algérien s'est irrigué contre comme un seul homme pour dire Jazairi, ma tqbelsh siyasat al-amr al-waqi'. Ma tqbelsh yil'abou bibladak, aish, waqf. Malgré les moyens répressifs, les Algériens restent déterminés à poursuivre leur combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications qui sont le départ de tous les symboles du système et la mise en œuvre d'un processus de transition. C'est une véritable marée humaine qui a dénoncé les élections du 12 décembre, la répression de la marche des étudiants, les arrestations en chaîne de figures politiques et de militants du Hirak et les lois hydrocarbures et la loi de finances 2020 jugées antinationales en cours de préparation. Les Algériens réitèrent leur khawa et fustigent le chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh. Les manifestants ont scandé aussi des slogans contre Abdelkader Ben Saleh et Nourdine Bedoui et tous les autres symboles du régime Bouteflika. Ils dénoncent le pillage et fustigent le projet de loi sur les hydrocarbures en criant « Ba'toul bled yasraqin ». Vous avez vendu le pays voleur. L'autre message fort délivré par le peuple algérien est le rejet massif de cette loi sur les hydrocarbures qu'un conseil des ministres illégitime et un parlement croupion s'apprêtent à adopter. Les rues algériennes ne cessent d'accuser le pouvoir réel de brader les richesses nationales. La mobilisation a été également beaucoup plus forte à l'intérieur du pays. Presque toutes les villes ont connu un véritable tsunami. Femmes, hommes, vieux, vieilles, enfants sont sortis pour exprimer leur rejet total de l'agenda du pouvoir et refuser ces tentatives de recyclage d'un système qui a conduit le pays à sa perte. La surprise, et pas n'importe quelle surprise, pour ce 34e vendredi, les médias du pouvoir commencent-ils à lâcher le général finissant Gaïd Saleh. Les médias qui étaient aux ordres du chef d'état-major de l'armée commencent à amorcer un virage à 180 degrés après la disparition de l'homme fort du régime des radars. Interdit de couvrir les manifestations qui réclament le départ immédiat et sans condition des symboles du régime. À leur tête, l'octogénaire général Ahmed Gaïd Saleh. Ces journaux et leurs chaînes de télévision reviennent discrètement à l'orthodoxie et recommencent à évoquer le Hirak sans en déformer les slogans. Est-ce un signe que Gaïd Saleh a été définitivement lâché par l'état-major de l'armée et que son remplacement n'est qu'une question de temps où ces médias s'empressent-ils de changer de veste avant qu'il ne soit trop tard? Mais n'est-il pas déjà trop tard? Que Gaïd Saleh a été lâché ou pas, les Algériens sont dans une dynamique libératrice et fondatrice. Libératrice avec un pacifisme qui étonne le monde entier face à un régime sans scrupules, qui a failli faire disparaître l'Algérie autant que nation. Et fondatrice d'une Algérie nouvelle, libre et démocratique. Les Algériens n'accepteront plus que l'on joue de leur avenir et surtout de leur pays.
34e vendredi, le peuple souverain a vaincu. C'est le titre de notre émission. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau M. Idir Onuran, analyste politique. Monsieur Idir, bonsoir. Et bonsoir, merci. Monsieur Djoudi, et merci pour votre invitation. Merci, Monsieur Idir. On a aussi le plaisir d'avoir Samir Bialatesh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, blogueur et militant politique. Samir, marhaba bik. Salam alaikum. Azul Flaoun, c'est moi qui suis content d'être parmi vous. Alaikum salam. Merci Samir Bialatesh. Et le plaisir aussi d'avoir Yassine Mami, qui est membre de Jil Jadid. Monsieur Yassine Mami, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, merci. Plaisir partagé. Donc, les Algériens ont vu des images d'hier extraordinaires, 34e vendredi. Les Algériens sont sortis en force au million, pas seulement dans l'Algérois, mais dans toutes les villes algériennes. Beaucoup ont dit que c'est une réponse directe à la violence du régime par rapport à ce qui s'est passé le mardi contre les étudiants. Idir Onuran, comment vous avez trouvé, quelle est votre lecture par rapport à hier, vendredi 34 ? Il était évident que le peuple allait donner sa réponse au chef d'état-major et à sa direction politique, si je peux m'exprimer ainsi. Par rapport à tout ce qui s'était passé avant, la répression des étudiants, on n'a pas le droit de faire une répression aussi sauvage, aussi féroce, c'est inhumain, ça c'est le premier élément. C'est greffé ensuite quelques slogans d'ordre économique, chose qu'on n'entendait pas, par rapport au bradage futur, j'espère que ce ne sera pas le cas, la loi des hydrocarbures. Sur la loi des hydrocarbures et la loi de finances qui peut être amendée, ça c'est un autre débat. Et c'est tout ça qui fait que j'ai l'impression que le Hirak commence à rentrer dans une phase différente. Elle ne s'occupe plus du moins elle n'exprime plus le rejet non seulement des élections, elle n'exprime plus l'article 7 et 8, elle n'exprime plus son désir d'émancipation, son désir de liberté, elle rentre carrément dans le domaine politique et dans le domaine économique. Maintenant, ce que les animateurs du Hirak et les partis politiques devraient prendre en considération, c'est peut-être l'impact de la crise économique qui nous pend au nez et qui arrive à une grande vitesse. On risque de recourir à l'endettement extérieur dès 2020, dès fin 2020. C'est toutes ces questions-là. Est-ce que ça va changer la nature des revendications? Est-ce que ça va radicaliser la rue par rapport à des problèmes économiques graves qui toucheraient le bol alimentaire et le bol alimentaire des Algériens? Quand on sait que dans le BTP, il y a plus de 60% d'entreprises qui risquent de mettre la clé sous le paillasson, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de familles qui seront dans la précarité économique. Et c'est toutes ces questions aussi. On avait alerté déjà au début du Hirak que moi j'avais dit personnellement, il faut pas aller beaucoup dans les grèves parce qu'il faut une espèce de continuité. Il faut que les gens arrivent à pouvoir se remobiliser. Mais la jonction entre on va dire la mythique révolution du 22 février avec ces slogans, plus les revendications d'ordre économique, ça risque de faire un mélange détonnant. C'est pour ça que je pense que l'état-major devrait prendre en considération toutes ces questions et qu'il devrait infléchir, pour ne pas dire arrêter le processus qu'il a induit en proposant des élections pour le 12 décembre sans contenu politique véritable et qui ne règle pas le problème des Algériens ni dans le fond ni dans la forme. Il devrait donner des signaux forts. Vous avez évoqué un peu dans l'éditorial le fait que M. Gaïd Salah soit absent des radars. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est une fatigue passagère ou est-ce qu'il y a crise au niveau de l'état-major? Et ça moi j'avais personnellement dit que le fait, juste je termine M. Djoudi, le fait que M. Gaïd Salah s'exprime de manière récurrente, est-ce qu'il représentait à la fois son option personnelle ou l'option de l'état-major complet? C'est ça le souci. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'entraîner quelques tensions et de mettre en fragilité toute la cohésion de l'institution militaire. Très bien, très bien. Samir Bialatesh, ça fait longtemps que les Algériens n'ont pas vu des images de cette ampleur, des millions d'Algériens qui sont sortis en force. Idir Onuran dit que c'est une réponse claire, peut-être à la répression du régime contre les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi donc cette mobilisation très forte hier? Est-ce qu'on est un tournant aussi de ce Hirak qui est en train peut-être de s'imposer par sa force? C'est des questions qui se posent en fait, ou des questions, elles viennent aussi d'être posées par le camarade.
on sait, à mon avis, hein, à mon humble avis, c'est très difficile de faire dans la prévision et tout ça, de ce qui va se passer, etc. Je pense qu'on a quand même des fondamentaux, à mon avis. Je pense que le peuple, depuis des années... Pas ce qui va se passer, mais prenons ce qui s'est passé hier. Comment l'expliquer? Donc Moi, je partage l'idée qui dit cette marée qu'ils ont humaine, tapé sur les étudiants partout. mardi. Ils ont tapé sur les étudiants mardi. Ça a mobilisé encore plus la rue. Moi, ça me parle. Ça, c'est un raisonnement qui tient la route. Les Algériens, ils ne veulent pas le Hougra, ils ne veulent pas... on l'a remarqué, il me semble, depuis le début du Hirak, à chaque fois que le régime, il va encore plus loin dans sa détermination. Et à chaque fois, la rue lui répond tout autant ou même plus. C'est-à-dire que les gens... Autant de détermination. Ça nous dit, au bout de 8 mois, que le peuple est vraiment déterminé. On a eu des fluctuations en termes de nombre de participants aux manifestations et tout, qui s'expliquent soit par la chaleur, Ramadan, etc., ou les vacances, etc. Mais on voit sur les 8 mois que le peuple est très déterminé, autant que le régime qui ne veut pas lâcher sur les questions fondamentales, c'est-à-dire celles que revendique le peuple, finalement, au bout de 8 mois. Quand vous dites autant que le régime, est-ce que vous pensez que le régime est déterminé? Ou peut-être qu'il n'a pas le choix, parce qu'entre détermination et ne pas avoir le choix, c'est peut-être... Moi, je dis, c'est très difficile de répondre avec précision. Les gens qui connaissent ce qui se passe à l'intérieur de l'état-major et les choses réelles qui se passent et tout ne sont pas très nombreux, à mon avis. Ceux qui le savent ne le disent pas, en fait. Jamais ils le disent. C'est une règle qu'on connaît dans le système algérien depuis toujours. C'est l'opacité, les risques de prendre une balle dans la tête, si je peux me permettre de le dire comme ça. Du coup, il y a l'opacité qui fait qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Demain, on ne sait pas comment ils vont réagir à l'intérieur de l'état-major. Qui fait quoi, qui domine qui a les armes. C'est la nature même du système. Voilà. Par contre, on voit bien que malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, le régime, il continue à aller, moi je l'appelle la fuite en avant en fait. Ils ne veulent pas répondre sur les questions fondamentales que revendique le peuple. Le peuple fait des revendications qui sont cohérentes, qui sont lisibles d'une manière très claire, en fait, politique et tout. Le régime ne répond pas à ça. Quelque part, on peut dire, le peuple, il est dans son chemin, le régime, il est dans un autre chemin. Je pense qu'en 8 mois, on a vu qu'ils ont profité, où le Hirak a servi une guerre à l'intérieur du régime. Et le régime, ils se sont donné des coups, ils ont mis en prison des gens, etc. Mais par rapport aux revendications du peuple, le régime il continue à être stoïque, il continue dans sa fuite en avant, ils ne veulent pas répondre et tout. Ça fait peur. Je rejoins donc le fait de dire qu'il y a des risques à l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. On en appelle à la raison de ces gens-là pour qu'ils n'aillent pas vers la confrontation avec le peuple. Ça ne tient pas la route, ça va faire beaucoup de dégâts. Je pense que le régime va s'effondrer d'un seul coup parce que même de l'intérieur, les choses vont exploser. Et la sagesse veut que le régime doit comprendre. Les tenants du pouvoir, pas ceux qui nous mettent comme porte-parole, etc. Le régime, les quelques personnes qui sont des vrais décideurs, doivent comprendre qu'ils doivent lâcher du lest, ils doivent envisager maintenant un véritable changement qui va mobiliser le peuple sur une démarche qui va aller de l'avant, qui résout la crise, etc. Nous n'en sommes pas là, malheureusement. Très bien. Yassine Mami, je reviens à vous. Notre cher Samir Belatache, il dit que le régime doit lâcher de l'Est. Mais est-ce que vous pensez, avec les marches d'hier, donc les millions d'Algériens qui sont sortis, on est dans un rapport de force où le peuple algérien est en train de dire qu'on ne pourra pas continuer à vivre avec ce régime et qu'il faut qu'il y ait un changement, un véritable changement? C'est clair en fait. Enfin, tous les vendredis, chaque mardi, chaque dimanche pour la diaspora, le peuple, il est là, il est au rendez-vous, le Hirak, il est au rendez-vous. En fait, le peuple dit et répète, et nous disons et répétons depuis des mois maintenant que le peuple veut le départ du régime, départ de tout le régime, de tous les symboles du régime. Le peuple veut instaurer un état de droit, le peuple veut instaurer une vraie démocratie. Et en fait, en face, nous avons un régime, nous avons un système
qui est au mieux sourd et au pire méprisant, voire incompétent. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, si je regarde un peu les images d'hier et même toutes les manifs qu'il y a eu depuis le début, c'est le fossé en fait, qui existe entre le Hirak et le système. En fait, hein. On voit d'un côté un Hirak jeune, une jeunesse, où elle exprime la fougue, elle exprime la jeunesse, la vie, la joie, l'ambition, l'envie pour un lendemain meilleur pour l'Algérie. Et en face, on a un état de vieux, vieillissant, décomposition, pas d'ambition, pas de roadmap, pas de stratégie, rien du tout. En fait, en France, c'est un peu, on réagit comme on peut, et c'est un peu désolant en fait. Très bien. Si vous permettez, oui. C'est-à-dire que vous pouvez interagir. Oui, Hein? la vraie problématique, je pense que Samir et notre ami là l'ont posée en termes de périmètre. Le peuple a muté, il a changé. On a affaire à une jeunesse mondialisée, c'est pour vous rebondir sur ce que vous avez dit. L'armée n'a pas encore fait sa mutation. Elle n'a pas fait sa mutation, l'armée. Elle est toujours dans des logiciels d'avant, dans des rapports de force. Emile les a très bien décrits tout à l'heure. Ce qu'il faut espérer là, c'est que l'armée puisse prendre conscience qu'elle n'a plus affaire à la génération post-indépendance, à la génération qui a suivi celle de post-indépendance. Elle a affaire à une jeunesse, malgré que les marches soient transgénérationnelles, hein, à une jeunesse qui est avide de liberté, qui est en appétence de vie, qui est en appétence de construire le pays, qui est en appétence d'être heureux et dans leur pays. Et ça, je pense que l'état-major ne l'a pas compris. Le monde a changé. La population, le peuple algérien a changé. Sa locomotive, c'est les jeunes et c'est les manifestants du mardi. C'est les étudiants en termes de fer de lance. Or, le peuple a fait sa mutation, ça a mis du temps. Il y a eu des drames. C'est un long cheminement. Et la prise de conscience de la jeunesse de ne plus vivre sous ce type de gouvernance, sous ce type de régime, sous ce type de rapport, fait que moi je suis intimement convaincu que ça va aller de l'avant. Le seul souci, c'est que ceux qui sont au cœur nodal du pouvoir, c'est-à-dire les militaires, l'état-major, puissent comprendre qu'eux aussi doivent muter dans leur approche, dans leur fonctionnement et dans la manière de voir le peuple algérien. Et de se dire, c'est plus jamais ça. Et se retirer avec un espèce d'agenda, pas brutalement, parce qu'il faut que les choses soient apaisées, se retirer du jeu politique, ça c'est un, retourner dans leur caserne, deux, s'occuper de la surveillance et de l'émission constitutionnelle de l'institution militaire. Et je pense qu'on pourra y arriver. Il faut un compromis historique, parce que le Hirak, pour moi, là maintenant, est un mythe fondateur. Je crois que vous l'avez même dit dans l'édito, c'est un mythe fondateur. Comment lui donner plus de souffle, comment lui donner du sens politiquement, surtout, du sens. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est inéluctable. Vous l'avez dit, le peuple a vaincu. Donc pour moi, ce 34e est quelque chose qui fera date, je pense. Pour réagir à ce que vous avez dit, en fait, je pense que moi, je ne demande pas à l'armée ou à l'état-major de faire sa mutation. En fait, je lui demande de jouer son rôle honorable d'être une vraie armée, une armée professionnelle, une armée forte, protéger les frontières du pays, avoir des vrais services de renseignement au service du pays et contre les ennemis, les vrais ennemis d'Algérie, mais pas contre ses frères et sœurs. La mutation, en fait, moi, je l'attends du côté du peuple et de la jeunesse, en fait. Hein. L'armée, enfin, pour moi, si elle joue son rôle comme une armée pour la défense, pour la sécurité, déjà, pour moi, c'est déjà très bien. Il faut faire un distinguo entre l'institution militaire et le chef d'état-major. Le chef d'état-major et l'état-major sont dans le centre nodal. C'est le chef d'état-major aujourd'hui qui convoque l'article 102. Qui laisse passer l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures. Il est au cœur politique. Oui, cette mutation, elle doit arriver parce que c'est dans les mentalités. Les décideurs, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux. Donc cette mutation, c'est l'armée qui se profitalise, on est d'accord. Oui. Pardon, très rapidement. Que les gens qui sont sortis dans la rue hier et toutes les semaines, en fait, ils disent que on n'est pas condamné à avoir en face un régime qui s'occupe des hydrocarbures, un régime qui s'occupe de la finance, un régime qui s'occupe de la politique. Enfin, on en a marre. On n'est pas condamné à faire ça, en fait. Nous, en fait, on veut que chacun reprenne son rôle, que chacun ait une ambition pour l'Algérie, un projet pour l'Algérie,
et que en fait, C'est pas l'amour qu'on va l'image reprocher pour l'Algérie, c'est ça le du problème. tout. Enfin, Voilà. et c'est pas son rôle du tout, en fait. Hein. Voilà. Et l'image que dégage la jeunesse algérienne, que dégage Al-Hirak, elle doit être répandue partout, en fait, voilà, en fait, on n'est pas condamné à être sous-développé, on n'est pas condamné à être sous la corruption, sous un régime autoritaire, militaire. Non, enfin, il y a d'autres solutions qui existent, en fait, hein, et vers quoi on espère. D'où l'invitation. Très bien. Samir, on a vu les violences qu'ont subies les étudiants et tout ça, mais toutes ces violences n'ont pas persuadé les Algériens à sortir avec leur silmia. Est-ce que vous pensez que la force de cette révolution, c'est ce pacifisme? Oui, j'y crois complètement. Saad Khajras disait ça, c'était ce mois de juillet, dans l'entretien qu'il avait fait avec Saïd Jafar, il me semble, que le pacifisme est révolutionnaire. C'est vrai que ce n'est pas une nouveauté. Dans le monde, il y a eu déjà des expériences où, par une pression pacifique, on a pu faire évoluer fondamentalement les choses. Je pense que le peuple algérien, il n'a même pas le choix, à mon avis. Soit c'est ça, soit c'est la violence. Le choix est vite fait, en fait. Surtout pour les Algériens, ils font ce choix en très bonne connaissance de cause, vu les violences que le peuple a subies depuis des années. Du coup, non, la violence, elle peut... L'expérience aussi d'octobre, on en a parlé la semaine passée. Les expériences passées, absolument. C'était une leçon pour les Algériens. Bien sûr. Et les Algériens ont compris qu'ils ne peuvent pas faire des demi-révolutions. Les Algériens veulent absolument que ça change. Et ils n'ont pas d'autre solution que d'y aller par la voie pacifique. On verra ce que ça donne. C'est une expérience quand même à part, c'est une expérience unique, etc. Elle est en train de faire son chemin. Je vous dis, c'est très difficile de faire dans la prévision, même si on sait quand même évaluer la situation. On sait qui sont les acteurs principaux et quelles sont leurs orientations, quels sont leurs objectifs, motivations, etc. Mais on ne peut pas dire l'événement qui va faire bouger les choses en espérant que ça n'ira pas dans la violence, parce que le régime... il tient encore d'une manière assez forte et du coup on espère qu'il n'ira pas dans la violence. Sinon, le peuple, il est pacifique, c'est la voie pacifique qu'il a choisie. Il nous en donne la démonstration extraordinaire, chaque mardi et chaque vendredi. Moi, j'y crois. Et pour rebondir ce qu'on discutait là tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même bien sûr qu'il y a des solutions en fait. C'est-à-dire que le Hirak, le mouvement, les Algériens, ils sont sortis pour changer les choses. L'idée est d'aller vraiment changer les choses. Je pense que c'est possible en fait. Le compromis, on peut le concevoir, on peut le mettre sur la table des discussions, on peut mettre les Algériens autour d'une table, etc. On peut le concevoir, ce n'est pas une vue de l'esprit ou un truc utopique qui ne peut pas se faire. Il faut continuer, à mon avis, à pousser le régime vers ses retranchements. On ne sait pas de quelle manière il va céder. Moi, je crois qu'il va céder. Parce que si les Algériens continuent à faire le qati'a, la rupture avec Nizam, le régime, il ne peut pas vivre indéfiniment sans le peuple. Avec un peuple qui le rejette totalement, qui lui ferme les bureaux de vote, etc. Du coup, il faut continuer la pression pacifiquement. Moi, je dis, au premier coup de feu, je dis aux gens, rentrez chez vous parce qu'on peut faire le Hirak de 1001 manières, en fait. Si le régime il veut la violence, il ne faut pas répondre aux provocations, etc. Nous l'avons vu, hein, il fait dans la provocation. Il y a beaucoup d'arrestations. Les arrestations sont totalement arbitraires, illégales, etc. Et donc, le régime, il est dans la logique de violence. Soft, peut-être, comme ils disent, mais il est dans la violence. Il ne faut pas aller dans le sens de la violence et de répondre aux provocations. Et on peut faire le Hirak de 1001 manières. L'essentiel, c'est la rupture avec Nizam Heda. Et ça prendra autant de vendredi et de mardi que nécessaire. Très bien. Et dire, donc il y avait beaucoup de questions cette semaine. Gaïd Salah, il est où? Gaïd Salah, il ne nous a pas fait son discours habituel chaque semaine d'une région militaire. Beaucoup de questions se posent donc, sur son absence, maladie ou pas maladie, lutte clanique ou pas. Mais cette question mérite de se poser. Elle mérite d'être posée, c'est justement que vous la posez. Maintenant, quant à savoir, bon, d'après certains sites de presse ou certaines personnes qui se prévalent d'avoir des informations, il aurait eu, on voulait dire de manière triviale, un coup de mou, un pic de tension et qui était fatigué. Quoi de plus normal pour un homme de cet âge-là? C'est une personne très âgée qui doit être arrière-grand-père, je suppose.
Donc, 83, à partir de ce moment-là, sa santé ne lui permet peut-être plus d'être offensif et d'être encore opérationnel, pour rester avec un mot militaire. Maintenant, quelle va être l'attitude? Est-ce que ses camarades de l'état-major l'ont amené vers une situation de blocage, c'est-à-dire vers une situation de pourrissement? La question elle mérite d'être posée aussi. Le fait qu'il depuis pratiquement... Il a convoqué l'article 102, il est sur le gris, il répond tous les vendredis, enfin tous les mardis d'une région militaire, il intervient partout, il donne des injonctions à tous les services qui ne dépendent pas de sa compétence constitutionnelle, il écrase médiatiquement l'espace médiatique du pays, il y a des publi-reportages tous les soirs dans le JT 19h de Canal Algérie de 20h. Mais hier, il y avait une exception, il dit. Donc moi, j'en ai parlé dans mon édito. Il y avait la chaîne 3 donc, qui a fait son reportage et les gens se posaient la question, pourquoi cette exception? Pourquoi ce revirement de 180 degrés? Moi, je pense que... Pardon, c'est moi qui m'excuse. Je pense que les journalistes de la chaîne 3 méritent d'être félicités. Parce que c'est leur initiative. Il y a eu déjà ceux de Canal Algérie qui avaient manifesté. Mais ça n'a pas porté sur la télévision. Des journalistes de la radio aussi. Oui. Au niveau de la radio, d'abord il faut les féliciter, parce qu'ils sont là pour reproduire l'information de manière factuelle, quitte à ne pas donner des éléments personnels. Et pour moi, si c'est passé, maintenant il faudra revoir, peut-être, mardi, comment ils vont couvrir les événements. Alors s'ils couvrent les événements, ça veut dire que le... Je pense qu'on a une vidéo donc, de ce qui a été dit sur la chaîne 3. L'état-major lâche un peu Salah Gaït. C'est-à-dire il n'a plus c'est un espace qui a été ouvert. Maintenant, il faudra voir si mardi ils vont couvrir de la même manière ou si le Canal Algérie et la 3 vont en parler et de quelle manière vont-ils en parler. S'ils en parlent de manière ouverte, sereine et véritable, on pourra analyser les choses. Est-ce que donc vous avez dit que peut-être ils ont lâché l'état-major peut-être, oui. Vous pensez? Vous le pensez? Moi, je ne le pense pas. S'il y a des signes évidents, les signes ils vont se vérifier cette semaine. Si M. Gaït Salah reprend sa tournée, recommence, s'il n'y a pas un peu d'infléchissement de sa position, on pourra le dire. Mais là, d'aujourd'hui, on ne peut pas deviner exactement ou anticiper sur quelle est la position de M. Salah Gaïd par rapport à tout l'état-major et par rapport à tout le dispositif. Très bien. Moi, je ne pense pas que l'état-major ait lâché, entre guillemets, Gaït Salah, en fait, parce que c'est leur... ils jouent bloc, en fait, tous ensemble. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce que l'un d'entre eux puisse être comme ça lâché. Ils ont fait le coup à Bouteflika, au colon de Bouteflika, ils ne le feront pas entre eux, à mon avis. En fait, je pense que là ils jouent leur dernière carte, et donc d'ailleurs on le voit, en fait, la répression est une dernière carte. La loi des hydrocarbures est une dernière carte. C'est une des dernières cartes, en fait, à mon avis. C'est une façon pour acheter une légitimité à l'étranger, en fait, pour distribuer les richesses du pays, en fait, finalement. Lorsqu'on on consulte un petit peu l'avant-projet de la loi, on voit qu'il y a des facilités pour avoir des contrats, des concessions sur 30-40 ans. Vous avez eu l'avant-projet? Un résumé, en fait, dans la presse. L'APS a mis des extraits. Voilà. Donc, vraiment des extraits. On sait qu'il a été rédigé avec le concours des grandes compagnies pétrolières, chose inédite pour moi. On ne fait jamais une loi avec ses futurs partenaires. Avec ses futurs partenaires, effectivement. Et donc, tout laisse à croire qu'ils sont en train donc, de jouer une carte pour demain avoir la possibilité juridique pour s'offrir le soutien de la France, des États-Unis ou autres. Donc, pour moi, ils sont vraiment dans leur dernière carte. Et vous avez parlé donc de l'âge de Gaït Salah. En fait, ça c'est aussi un aspect en fait qui montre qu'on est dans la dernière étape. La dernière étape, comme dirait l'autre, ils ont le pouvoir, mais on a le temps, on a la jeunesse, voilà. Donc quand j'ai parlé de l'âge de M. Gaït Salah, c'était plus ironique. Ce n'était pas pour son âge en lui-même. Oui, mais c'est pour sa position. C'est plus de manière ironique que j'ai dit ça. Très bien. Je pense qu'on a la vidéo. On va essayer de voir donc, comment ça a été reporté par la chaîne 3. C'est une première. Les Algériens se sont habitués à ces... donc c'est plus de 7 mois maintenant de voir sur les télés, qu'ils soient privés ou étatiques,
donc des dessins animés, peut-être des films turcs, mais surtout pas donc ce qui se passe dans les rues algériennes. On regarde cette vidéo de la chaîne 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. 34e vendredi donc de mobilisation citoyenne contre le système politique en place. Les Algériens ont envahi de nouveau les rues à travers le pays pour réitérer leur rejet des élections présidentielles en l'état actuel des choses. Ils disent non également au bradage des richesses du pays à travers le projet de loi sur les hydrocarbures et appellent à la libération de tous les détenus d'opinion. Plusieurs escales dans ce journal. La capitale pour commencer, où les manifestants étaient plus nombreux ce vendredi. Hakima Kamel était au cœur de l'événement. Les protestataires, dans leur rituel du vendredi, se sont finalement dispersés en fin de journée vers 18h, après avoir scandé tout au long de cette journée encore ces slogans anti-système, allant à l'encontre de toutes les personnalités au pouvoir actuellement et qui ont figuré dans la gouvernance des 20 dernières années. Ce vendredi un peu particulier, un peu plus que les derniers des mois de vendredi ou de la marche des vendredis, il y a eu une foule plus dense, bien plus importante que ces derniers mois. La foule conteste dans ses slogans la tenue des élections, mais surtout la réponse qui est donnée à leurs protestations, qu'ils jugent comme réponse humiliante. On ressent que le pouvoir a peur du peuple, on ressent que le peuple a fait vibrer le pouvoir. Donc c'est extraordinaire. Il y a même maintenant peut-être qui vont se dire, peut-être si El Magharibi en France, c'est pas chaîne 3. C'est mieux. Exactement. Ils essaient de faire presque comme El Magharibi. Je ne sais pas, il faut voir parce que effectivement. Mais c'est extraordinaire quand même qu'on entend ces. Moi je me méfie, oh là 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 là, je leur fais absolument pas confiance parce qu'ils nous ont tellement fait de tort et de mal que moi je leur fais absolument pas confiance. Je lisais hier sur les pages Facebook de certains amis et camarades qui sont à Alger, qui étaient dans la manif, et ils ont vu aussi, des gens ont signalé qu'à la fin de la manif, la police était beaucoup plus gentille que les manifs de la fois d'avant, alors qu'ils en profitent à la fin de la manif pour les taper, des fois pour prendre certains, etc. Les gens disaient, mais c'est bizarre parce qu'ils sont trop gentils et discutaient gentiment avec les manifestants. Est-ce que vous êtes avec cette logique? Est-ce qu'on doit se méfier ou on doit se poser des questions? Moi, je dis qu'il faut se méfier. J'y reviendrai si tu veux. Non, des manœuvres du régime. Le fait de laisser les journalistes couvrir ou pas, c'est réglementé par des gens qui ont l'œil sur ce qui se fait. Et ça, c'est absolument pas sur nous, là. Absolument, ils nous écoutent, on les salue au passage. Et du coup, s'ils laissent passer des choses, c'est qu'ils ont décidé de le faire. Bien sûr, on attend mardi, on va voir ce qu'ils laissent encore, etc. Ça veut dire qu'on pourra faire la lecture qui devra être faite. Pourquoi ils ne l'ont pas laissé donc, le mardi? Pourquoi ils ne l'ont pas laissé les autres vendredis? Pourquoi donc Je ne sais pas, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Si on peut envoyer une petite souris. Est-ce que c'est lié aussi par la disparition de Gaïd? Il doit se passer des choses, à mon avis. Moi, je dis, pour le résumer comme ça, en fait, moi, je dis, le régime, même le fait de lâcher Gaïd Saleh est une chose qui est envisageable, en fait. Et dans les scénarios, on peut facilement les envisager, à mon avis. Dans le sens où le régime, une fois acculé, soit il a la solution là, de la violence extrême, comme ça s'est fait dans les années 90, etc., et très visiblement, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas opté pour ce type de solution, pour des raisons qu'on pourrait discuter, rechercher, etc. Mais il n'a pas opté pour cette solution. Donc le régime, une fois acculé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simuler un changement. Moi, perso, du côté du peuple, je me sens comme ça. Je donne absolument... Les Algériens, moi, je les respecte énormément quand je les vois manifester, quand je vois comment ils sont très conscients, comment leurs revendications prennent forme d'une manière très cohérente, etc. On n'a pas de leçons à leur donner. On les regarde et on les suit, les Algériens, parce qu'ils sont sur la bonne voie. Par contre, moi, en tant que du côté du peuple, militant politique de la base, je dis, Bli, si on doit faire la révolution, il faut la faire d'une manière sérieuse, radicale. On a trop d'expériences dans les pays de la région et même ailleurs dans le monde où les révolutions, elles ont été dévoyées. Quand vous dites radical, ça veut dire quoi? Radical, c'est-à-dire qu'on doit faire très attention au fait que quand on fait le changement, il faut qu'on aille sur les choses sérieuses et qu'on ne fasse pas les bêtises que d'autres ont fait. Les expériences sont là devant nous. Certaines, elles sont encore en cours ou même très proches dans l'histoire.
pour que le régime ne se reproduise pas d'une autre manière. Moi, je dirais, regardez le cas tunisien, c'est le plus beau des exemples, je pense, en termes de réussite quand même, dans ce chaos-là qui est notre région de la révolution et du changement. Même en Tunisie, on voit bien comment l'ancien système, avec ses moyens médiatiques, les milliards qui sont investis, etc., il ne s'en va pas. Hein. Pour condamner les gens qui ont torturé du temps de Ben Ali ou du temps de Bourguiba, c'est limite impossible. Les militants des droits de l'homme qui essayent de faire avancer les dossiers de la justice transitionnelle, ils prennent plein la gueule. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ancien régime, il ne lâche pas en fait. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas quelque chose de... Non. Gaïd Salah, ils peuvent le lâcher, mais l'idée, c'est de se reconfigurer. Moi, j'appelle les camarades militants, tout bord confondu, à faire très attention pour qu'on fasse un changement, mais un véritable changement. Voilà. Très bien. Ce qui a un peu bouleversé la donne, c'est l'incarnation. Parce qu'on ne critique pas l'institution militaire, cher ami. On critique le chef d'état-major et l'état-major en règle générale qui est rentré de plein pied dans l'espace politique. Vous, en tant que militant politique, vous critiquez le discours de M. Gaïd Salah. Vous ne critiquez pas l'institution militaire. Cependant, comme il a incarné de manière violente, de manière autoritaire, de manière, à la limite, il a pris les 40 millions d'Algériens pour des soldats. Or non, il n'y a pas de soldats, il y a une armée et il y a des citoyens. Et quand je dis que l'armée doit faire sa mutation, elle doit la faire. On doit passer par là. Cependant, quand on dit M. Gaïd Salah, on sait bien que si jamais on lâche M. Gaïd Salah, c'est entre guillemets, sa sortie, elle se fera par le haut. Elle ne se fera pas en le mettant à la retraite comme ça. C'est lui qui va décider de lui-même. Peut-être que pour le 1er novembre, il va se dire bon, j'arrête, fin de mission, et puis, etc. Mais je ne pense pas que ce soit concevable d'aller vers et pousser la révolution du sourire à rentrer, pas en négociation, mais en discussion avec l'armée, si l'armée ne donne pas de signe fort. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut un compromis historique de l'armée, du peuple et des véritables personnalités politiques et des véritables, partis politiques d'opposition. On ne peut pas avancer comme ça, dans une espèce de no man's land. Regardez les personnalités politiques, on les connaît tous. Ils ne veulent pas, ils s'inscrivent dans la démarche du Hirak, mais aller proposer de manière claire, audible, je dis bien audible pour le Hirak, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tétanisés, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une transition. Ils savent, et chacun d'eux veut ou espère avoir un destin national. Ça, c'est une difficulté aussi, et les d'ordre organique et politique. Et troisièmement, quand vous voyez un chef d'état-major aller jusqu'à donner le mode opératoire, le modus operandi, on va bloquer les voitures, ils vont payer les amendes, mais dans quel pays on vit? Ce n'est plus possible, mais moi je suis intimement convaincu que l'armée nationale populaire, du moins l'état-major, le futur état-major doit inscrire sa démarche en fonction de ce que lui a signifié le peuple. Il veut être libre, il veut avoir une autre gouvernance, il veut aller à des élections, mais pas sous leurs conditions. Leurs conditions à eux, la transition, il faut passer soit par une déclaration de constitutionnalité, soit par un processus constituant, que votre chef de parti dit, ou soit par la constituante. Mais on ne peut pas aller dans des élections. Regardez, on va peut-être parler de la loi des finances. Oui, je parle de Djihadid, entre autres. De les propositions de M. Sofedjeli. Il a même dit dans une interview qu'il a accordée, je ne sais plus à quelle radio, que ce serait peut-être un mix entre les deux. Donc, ça peut être une solution, mais il faut qu'elle soit sur la table. Regardez le PAD, ce qu'il propose. Mais le PAD propose à l'extérieur du Hirak. Djihadid propose à l'extérieur du Hirak. Le Hirak, lui, il est resté sur ses 5 ou 6 fondamentaux. Doula Madaniya Mesh Askaria, ça veut dire quoi ça? Donner du sens politique à cette phrase. Vous allez voir qu'on veut un État civil. Donc tout ça, ministre de la Défense civile, l'armée dépolitisée, l'armée dans les casernes, dissolution de la police politique, etc., 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 etc. C'est toutes ces questions. Mais ça va être dans le dur, dans le cadre de la transition. Mais maintenant, ce qui doit nous interpeller tous, les militants politiques, entre autres les partis politiques, etc., c'est quel va être l'impact de la crise économique sur le Hirak. C'est une question qui doit nous agiter. Est-ce que ça va donner plus de radicalité ou plus de souffle? Et je suppose que s'il y a la jonction des deux et que c'est bien managé par le Hirak, je pense que l'état-major va infléchir sa position. Il a une vue historique du pays, il a une vue historique de la nation aussi. Juste pour réagir, en fait, l'opposition politique en Algérie, donc les partis politiques, ceux que moi je qualifie de sérieux,
ils ont des propositions, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites, qui s'inscrivent plutôt donc, dans 2 ou 3 courants. En général, les propositions s'inspirent largement de ce que le peuple veut, de ce que le Hirak veut. Ils ne sont pas en dehors, je ne suis pas d'accord d'être en dehors donc, de l'Hirak. Ils sont complètement donc ils ont épousé les propositions de Hirak pour en faire justement une proposition politique. Traduire traduire Dawla Madaniya Mshi Askariya. Tout à fait, on est d'accord. Et en fait, pour moi, les propositions existent. Les solutions, on les connaît en fait. Le problème, c'est que le pouvoir réel, il n'est pas entre les mains de Soufiane Djellali. Il n'est pas entre les mains des partis politiques, malheureusement. Il est entre les mains de l'armée. Il faut le dire. À un moment donné, on est clair. Et donc l'armée doit muter, voilà. Oui, après, en fait, on peut l'appeler comme on veut. On peut trouver la bonne terminologie. Mais en tout cas, l'armée doit faire un effort. Donc c'est clair. Que si je voulais vous dire, Samir, oui, à propos des partis politiques, notre ami de Djidjadid, puisque lui, il est militant d'un parti politique. Oui, voilà, c'est tout à son honneur, à mon avis. Et moi, je dirais, je pense qu'on le dit déjà depuis des années, la classe politique, elle a un gros problème, en fait. Et on ne peut pas passer outre, à mon avis. Le Hirak, il a un problème, c'est celui de ne pas faire confiance, y compris aux élites qui, jusque-là, étaient sur la scène politique. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Tout à fait. Encore notre... Il y a le phénomène du dégagisme qui est mondial. Et puis, on l'a vu pendant les manifestations, c'est ce qui fait qu'il y a des personnalités très respectables et qui font la bonne lecture de la situation et tout, mais qui ne peuvent pas s'engager à parler au nom du Hirak et tout, parce qu'ils savent, ils ont fait la même lecture que tout le monde, c'est-à-dire que la population, à force sur 30 ans, 40 ans, 50 ans de... Il y a un fossé qui s'est créé. Il s'est créé un fossé. La police politique, elle a décrédibilisé les partis politiques. Une bonne partie des personnalités et tout, elles se sont décrédibilisées elles-mêmes parce qu'elles se sont frottées avec les clans du pouvoir, etc. Donc ça, c'est un vrai problème qui se pose le Hirak, autant que celui du régime qui ne veut pas... C'est pour ça que je parle d'une position sérieuse, en fait. L'opposition sérieuse, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous pouvez... Est-ce que vous pensez aussi, Idir, est-ce que ce n'est pas une bonne chose aussi qu'il n'y ait pas de représentants jusqu'à maintenant? Parce qu'on sait très bien aussi le régime, comment il se comporte quand il veut détruire ou casser un mouvement. Bien sûr, surtout s'il y a des têtes qui sont... Le problème de l'organisation se pose, mais à un moment ou à un autre, quand on va rentrer dans des espèces, comment élaborer le véritable rapport de force, il faut bien qu'il y ait des gens qui aillent discuter. Il y a les partis politiques. C'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les partis politiques, moi j'ai fonctionné dans les partis politiques, ont des logiques d'appareil. C'est ça le souci aussi. Mais comment, entre la logique d'appareil et la logique du Hirak, comment faire le mix et comment chacun peut à la limite. Là, c'est pas la question. Franchement, juste par rapport à ça, en fait, si vous permettez, en fait, moi je suis relativement à l'aise par rapport à ça, en fait, parce que lorsqu'on parle d'appareil, je parle de Gilles Djellali. De logique d'appareil. Je ne parle pas d'appareil politique. Oui. De logique d'appareil. J'entends bien. En fait, je parle de Gilles Djellali parce que je connais. Il n'y a pas eu donc de rapprochement avec le pouvoir en place, entre guillemets. En fait. C'est pas de ça dont je parle. Ce qui fait que en fait, on espère donc d'avoir l'honneur donc de traduire une partie des revendications donc, du Hirak, du peuple, en la structurant en propositions politiques. Oui, mais tous les partis c'est ce qu'en fait on avait proposé pour s'asseoir avec le pouvoir, pour négocier, pour discuter, pour ensuite aller vers des vraies élections libres, etc. Et donc ce qui n'a pas été fait parce qu'en face de nous, il n'y avait personne en fait. Il n'y avait pas un acteur sérieux. Qui c'est l'acteur sérieux, je veux dire, en face de nous? Le pouvoir? Le pouvoir réel. Le pouvoir réel est quand même sérieux, je veux dire, il est là. Non, en fait, il est sérieux sur plein de sujets, mais pas sur... Il n'a pas l'intention. Il n'y avait pas une véritable volonté pour aller vers des élections. Moi, je veux rester dans les lignes d'ordre général, parce qu'on ne peut pas aller dans le détail comme ça. Je dis que les partis politiques, quelle que soit la qualité de leur programme, quelle que soit la qualité de leurs dirigeants, quelle que soit la reprise des slogans pour les transformer en leur donnant du sens politique, j'ai pas de souci, tout le monde le fait, que ce soit M. Mohsin Belabès, M. Soufiane Djellali, tous les partis essayent de le faire. Par contre, là où c'est plus délicat, c'est qu'ils ne peuvent pas récupérer le Hirak. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous pensez aussi que les Algériens ne voudront pas? Non, je pense pour terminer la démonstration, qu'il y a aussi des Algériens qui ont pris conscience
Et ils sont en avance aussi par rapport à leur slogan. Tout à fait. Juste pour terminer, M. Djoudi, et ça rentre dans le cadre de cette question, c'est qu'il est très difficile pour les partis politiques de capter la véritable demande politique du Hirak. Ça, c'est une question. Vous avez tout dedans, transgénérationnel, vous avez des islamistes, des progressistes, des démocrates, des féministes. Comment récupérer? Par contre, il faudrait énumérer, à mon sens, une dizaine de points où tout le monde peut être d'accord. La citoyenneté, la démocratie, la gouvernance, le régime, quel régime on va, comment organiser, ça on peut le faire et tout le monde peut être d'accord. Ensuite, élaborer ce rapport de force avec les véritables tenants du pouvoir, politique et Hirak compris, c'est plus facile. On ne parle pas de projets de société, on ne parle pas de choses carrément idéologiques. On reste dans les libertés individuelles, liberté collective, liberté de culte, où tout le monde peut se retrouver. À partir de ce moment-là, on a cadré le canevas. Là, on peut aller et infléchir la position de l'état-major et dire ensuite, nous allons à une transition. À ce moment-là, les partis politiques, le Hirak, rentrent de plein pied dans la transition. Et à ce moment-là, vont dessiner l'avenir du parti, l'avenir du pays, pardon. C'est le cas, enfin, donc tous les partis. Parce qu'en fait, pour transformer l'Algérie, il y a deux étapes majeures. La première étape, macro, ce que vous avez décrit, en fait, aller vers des libertés fondamentales, aller vers une démocratie, vers un état de droit. Donc tout le monde est d'accord, enfin, quelle que soit la position donc, du parti, de droite vers la gauche. La deuxième étape, sur le projet de société, sur le projet économique, le projet politique, etc., ça viendra après. Les institutions, les libertés, voilà. Ça, c'est la transition. Pour moi, maintenant, l'urgence, c'est d'arracher le pouvoir en fait, du militaire vers le civil, c'est de pousser, mettre en place un climat sain pour avoir un vrai état de droit. Donc c'est ça. Et je pense que ça, à mon avis, donc tous les partis politiques convergent là-dessus. Alors ils sont pas audibles. Ils sont pas audibles. Ils sont pas très audibles. C'est difficile d'aller négocier quand on ne représente pas grand monde. Vous avez dit une chose là, excusez-moi. Vous avez dit arracher le pouvoir, ça c'est important. Il faut clarifier, parce que ça on ne s'en sort plus. Vous avez dit une chose, vous avez dit arracher le pouvoir aux militaires. Vous êtes conscient de ce que vous dites. Arracher le pouvoir aux militaires, ça se fait dans le cadre d'un rapport de force qu'on doit construire. C'est pas une personne qui va l'arracher, c'est l'ensemble du Hirak et des partis politiques et des personnalités politiques et la société civile. Je ne ferai pas ça de manière différence aussi, entre mon discours et le vôtre. Il n'y a pas de différence. Non, les mots ont un sens. Très bien, on essaiera de... Juste pour compléter, en fait, sur le fait que les partis ne sont pas audibles, je suis d'accord avec ça. En fait, ce qu'on a perdu pendant 30, 40, 50 ans, on ne va pas l'avoir en 3 mois, en fait. C'est normal que les pouvoirs successifs, c'est pas Bouteflika, même bien avant, ont tout fait pour qu'on ne soit pas audible. Décrédibiliser la parole publique. Décrédibiliser la parole publique. Tout faire pour que les peuples et les citoyens ne s'organisent pas. Donc en fait on vient, nous, partis politiques, on apprend, en fait, on est tout petits. Donc c'est normal que... Est-ce qu'on peut dire aussi, vous avez parlé de fossé qu'il y a entre le régime et le peuple algérien. Est-ce qu'on peut dire aussi, comme l'a dit Samir, qu'il y a aussi un fossé entre ces partis politiques d'opposition et les Algériens qui démontrent aujourd'hui qui ont donc cette conscience politique qui dépasse même les partis politiques d'opposition. On essaye d'entendre, je vais vous laisser répondre, mais on va essayer d'entendre cette vidéo. Donc c'est des femmes qui parlent donc de cette fameuse loi d'hydrocarbures. Et Ali Idir Nouran, pardon, a parlé donc des enjeux, des défis, surtout économiques. On essaye d'écouter donc cette vidéo. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بدوي انت وبن صالح وفرنسا والامريكان تبيعوا لنا في البحر خليتوا البلاد يا السراقين. بغيت نوجه رساله للمعتقلين نقول لهم يا خوتي ما ديروش اضراب عن الطعام على خاطرش ماشي موتهم اللي راهم ديرونجيهم، حياتكم هي اللي ديرونجيهم، ونكملوا كامل مع بعضنا. اللهم نكون زوافيه ولا مبردعه ولا كيما راكم تقولوا عليا. المهم روحوا شوفوا قانون المحروقات، روحوا شوفوا قانون الماليه، روحوا شوفوا لي زيد غاكاربو كيفاش راهم يتباعوا، ومن بعد روحوا هضروا علينا حنا الاحرار مبردعين. اللهم مبردعه وزوافيه بصح حره وعندي النيف. Conscience, détermination, on l'a entendu donc dans cette vidéo, pas n'importe qui, les femmes algériennes, qui jouent un rôle extraordinaire dans cette révolution. Et dire.
D'abord, les femmes jouent un rôle d'apaisement, elles jouent un rôle de socialisation à travers le message qu'elles donnent même à leurs enfants. C'est transgénérationnel. Moi, je les trouve extraordinaires, nos femmes. Voilà. Par rapport à la loi sur les hydrocarbures, je ne parlais pas de la loi des finances. La loi des hydrocarbures, je pense que le gouvernement Bedoui est sur injonction parce qu'on ne peut pas être à la fois omniprésent en politique et laisser passer, je parle d'état-major, laisser passer l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures. Moi, je pense que d'abord, est-ce que c'est constitutionnel? Parce qu'il y a l'article 18 de la Constitution. La propriété publique est un bien de la communauté nationale, comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles. De quel droit il va aller les brader? Est-ce que c'est constitutionnel ou pas? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il fait passer un avant-projet qui va probablement être passé à l'Assemblée nationale avec une coalition qui était la coalition de M. Bouteflika, il ne faut pas l'oublier, et dont les 4 principaux chefs, M. Yahya, M. Ould Abbas, M. Djemaï, M. sont en détention provisoire. Ça, c'est affolant, c'est pas de cohérence, on marche sur notre tête, et qui plus est, ils font passer cet avant-projet sur un terreau de crise profonde politique, avec un Hirak pacifique, qui pour moi est un exemple et qui va dater pour l'humanité. Et ça va dater pour l'humanité, cette histoire de revendication pour le peuple algérien. Ils vont essayer de passer ceci dans un milieu qui est quand même chrysogène. On vit une crise, une grave crise chrysogène. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et en plus, ils le font passer l'avant-projet avec M. Bedoui. Ça va passer à l'Assemblée, mais c'est une Assemblée qui est... Demain, il sera discuté donc au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres. Donc, il va probablement être voté à l'Assemblée avec une Assemblée, vous l'avez si bien dit, croupue, dans votre édito, avec une majorité qui n'est pas une majorité. C'était les têtes de liste se vendaient Beshkara. La preuve, c'est que le fils de M. Ould Abbas est poursuivi. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de cohérence. C'est pour ça que je dis une chose, c'est que M. Gaïed Salah, quand il va nous proposer une élection le 12 décembre, c'est une mesure pour moi antidémocratique et antinationale. On ne peut pas aller à des élections présidentielles sous la même loi organique et sur les mêmes symboles qui restent au niveau de l'État. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Et vous avez l'exemple type, c'est l'avant-projet. Ce que n'a pas réussi Saïd Khalil. Excuse-moi, Saïd. Monsieur Chakib Khalil, du temps de la splendeur de Bouteflika, le chef du gouvernement, le président de l'État et le chef d'état-major sont en train de la valider. Quand vous dites qu'il n'y a pas de cohérence, Idir, la question est posée pour Samir. Est-ce que vous pensez aussi, est-ce qu'on peut penser qu'il y a panique à bord? Il y a bien sûr, on voit bien qu'il y a de la contradiction. En fait, le régime, il est en situation, je ne dis pas qu'il est faible au sens militaire du terme ou dans sa capacité à faire mal dans la répression, etc. Mais il est en phase finissante et ça fait des années que ça dure. Et on a vu que la guerre des clans, etc., est significative, en fait, du fait que le régime, il est dans une guerre interne, il y a des contradictions à l'intérieur. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'il fasse effectivement des choses un peu hallucinantes, comme essayer de faire passer cette loi avec cette façon de communiquer autour, etc., à ce moment-là de l'histoire de notre pays. Ouais, le régime, il va se tuer lui-même, c'est-à-dire, hein, il est plein de contradictions. Moi, ça ne m'étonne pas. Il s'enfonce, plus il gesticule, plus il s'enfonce. Voilà. On revient un peu, parce que peut-être dans la même logique, il y avait la visite de la délégation du Congrès, et il y avait une lecture qui disait que les Américains étaient inquiets qu'il y a cette lutte que la NIC contre les services et l'état-major. Vite fait en 2 mots. C'est pour parler de cette loi sur les hydrocarbures, etc. Moi, je pense que même les partenaires de l'Algérie, les grosses entreprises, etc., elles savent que quand même, elles ont affaire à un gouvernement qui a à peu près 0 légitimité. Et que ça, ouais, voilà. Et la population le rejette, etc. La population est dans une démarche de changement qui risque de donner, si ça se trouve dans 1 mois, 2 mois, quelques mois, un autre gouvernement issu de la révolution qui va remettre tout ça en cause.
je pense que les Algériens sont dans le droit de le mettre en cause, y compris par exemple des dettes qui ne sont pas justes, des dettes qui ont été signées ou engagées par l'Algérie, qui ont engagé l'Algérie et signées par des gens complètement illégitimes. Certains sont en prison, comme on est en train de le rappeler. Donc, sur la loi des hydrocarbures, on se demande ce qu'ils sont en train de faire. On verra ce que ça va donner. Hein. Très bien. Vous voulez? Oui, en fait, moi, je ne suis pas certain que le peuple après ou le gouvernement par la suite pourra revenir sur la loi, parce que c'est des lois qui sont signées dans un cadre international. Ça engage, en fait, ils vont faire engager le futur président, le futur gouvernement. Je pense qu'il y a des exemples dans le monde où on a pu remettre en cause ce genre de choses. L'Argentine, etc. En fait, c'était pas simple. Enfin, ils n'ont pas. C'est pas simple. Pour ça, pour rebondir, je ne pense pas. Vous savez, quand vous voyez l'hyperpuissance, le concept cher à Hubert Védrine, l'hyperpuissance, qui est les États-Unis d'Amérique. Obama avait signé deux grands traités sur le nucléaire iranien et sur la COP21. M. Trump est arrivé au pouvoir, il a décrédibilisé cette signature. En fait, il faut être Trump pour le faire. Non, mais ce n'est pas l'histoire de Trump. On est dans un truc... Est-ce qu'on est... C'est-à-dire, il a décrédibilisé à la fois la signature des États-Unis. Est-ce qu'on peut comparer aussi l'Algérie, la puissance des Américains, des États-Unis? Je parle du principe que même je parle d'hyperpuissance américaine, c'est comme ça. C'est un traité international où étaient engagées toutes les puissances, la Grande-Bretagne, la France, la Commission européenne, les Iraniens, etc. Et la COP21, il y a eu 160 pays qui ont signé un accord à Paris et arrivé au pouvoir, et c'était dans son programme, Trump, entre parenthèses, il a dit, pardon, je termine s'il vous plaît, il a dit, je ne reconnais pas ces deux traités. Donc, ces histoires-là, il y a un droit international. C'est une loi qui n'est pas soumise à une hiérarchie des normes parce qu'elle est nationale. Donc on n'appartient pas à l'Union européenne où il y a une espèce de hiérarchie des normes. Donc à ce niveau-là, moi j'aurais été infiniment plus prudent. Moi, en tout cas, on prend un risque. On prend un risque énorme d'engager le pays sur des contrats, parce que c'est des contrats qui ne durent pas 5-10 ans. Hein. C'est sur 30 on ne dit pas que c'est quelque chose. En tous les cas, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de détails aussi, jusqu'à maintenant. On est dans l'ordre du principe, monsieur Dubois. Très bien. Mais beaucoup aussi d'économistes et beaucoup d'observateurs sont dans la logique de Yassine Mami, qui disent que les présidents prochains seront engagés aussi à respecter donc cet accord. C'est ça? C'est ce que vous voulez dire. Et par rapport à votre question initiale sur la position du Congrès, s'ils s'inquiétaient ou pas du Hirak, je pense que ni le Congrès, ni les Européens ne vont s'inquiéter du Hirak ou de l'Algérie. Hein. Ils s'inquiètent de leur propre intérêt. Voilà, c'est la diplomatie américaine, française, européenne, tout ce qu'on veut, elle est régie par des intérêts. Et ce qui peut-être qui peut expliquer finalement, la loi qui va être signée, c'est une réponse, c'est un cadeau qu'on va lâcher comme ça aux Américains, aux Français pour avoir une Très bien. Vous avez parlé de problèmes de représentativité par rapport au Hirak. Mais je pense que beaucoup aussi disent que si on donne les outils donc à ce Hirak, je pense qu'il pourra s'organiser. On l'a vu, on a entendu cette semaine la déclaration de Belmadi qui était extraordinaire en faveur donc de cette révolution. L'entraîneur de l'équipe nationale, on va essayer d'en discuter après, mais on essaiera d'entendre ce qu'a dit Belmadi. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois depuis le début. Tant de monde qui descend comme ça, d'un même corps comme ça, et qui ont les revendications que l'on connaît. C'est évident, ils sont à prendre en considération, il faut les prendre très au sérieux, il faut aller dans le nœud du problème et savoir ce qu'il en est, faire en sorte que les choses changent, évoluent, progressent. Tout ça, je suis pour ça à 1000%, et évidemment. Ça serait ne pas être à l'écoute d'un peuple comme ça qui est tous les jours avec une telle discipline, une telle comment dire, d'une même. Pour moi, je suis très admiratif, vraiment très admiratif, surtout avec l'image que l'on veut nous coller de gens peut-être bruts, violents, non, on est capable. Je sais que nous. Je sais qu'à l'intérieur, et dans notre, ça j'ai toujours pensé, dans notre peuple, nous avons de la compétence, à partir de la compétence et des valeurs,
qui a voulu, ça sera notre débat, qu'on a voulu cacher, on a toujours voulu nous faire passer pour le mauvais personnage, celui qui est agressif, qui est violent, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. Si on gratte, il y a beaucoup plus que ça. On a une histoire qui est riche, et des fois, on a fait en sorte qu'on ne soit pas les dignes hérités de cette histoire. Alors je sais que si on nous en donne la possibilité, on est capable de choses extraordinaires, exceptionnelles. C'est extraordinaire si on nous donne la possibilité. Donc les Algériens, ils ont de la compétence. Les Algériens, si on leur donne des outils, ils peuvent s'organiser. Ils peuvent mettre en place des mécanismes pour sortir donc de cette crise. Samir, c'est extraordinaire. Ben oui, moi je pense qu'il a pris quand même un gros risque et on ne peut que le saluer pour son courage. Et pour sa lucidité aussi, parce que certains n'ont pas cette capacité à appréhender le phénomène du Hirak et les revendications du peuple, ses aspirations, remettre ça dans le cours de l'histoire et tout. Belmadi, entraîneur de l'équipe nationale de football, il a fait la très bonne lecture et il a aussi le courage de venir dans une conférence de presse. Et il l'a assumé, je pense qu'il a pris un risque. Tahiyat, franchement, respect. Tout à fait. Voilà. Mais aussi, moi, le point dont je veux en parler, c'est que quand on met la personne compétente, c'est un exploit historique qu'a réalisé Belmadi avec la victoire de la Coupe d'Afrique et tout ça. Et beaucoup le critiquaient avant. On a vu des entraîneurs étrangers qui sont passés. Ça veut dire cette compétence, si elle est mise là où il faut, je pense que notre pays peut aller de l'avant très très vite. Ben oui, je pense qu'il y a des Belmadi dans tous les secteurs en fait. Potentiellement, l'Algérie, elle a des ressources énormes, humaines comme naturelles, etc. Non, on peut compter sur les Algériens. Moi, j'y crois. Depuis des années qu'on le dit humblement à notre tout petit niveau. Mais qu'on le dit que les Algériens ont les capacités de changer les choses. Ils ont fait de la résistance depuis des années, en fait, même si c'est une résistance passive, ce qui a fait dire à certains que c'est un peuple qui est mort, etc. Alors que la résistance du peuple algérien, elle a pris la forme qui était la sienne. Il fallait juste la capter, la comprendre, à mon avis. Voilà. Donc les Algériens sont capables de changer. Vite fait, je ne m'étalerai pas trop sur, parce que ça a été discuté tout à l'heure, le Hirak en lui-même, dans sa façon de dire ses revendications politiques, c'est à lui tout seul, ce mouvement politique, c'est un programme politique en fait. Je pense que dans un second temps, les élites, qu'elles soient celles qui sont déjà là ou celles que le Hirak génère au fur et à mesure, vont faire se jumeler, vont faire se croiser toutes les revendications, toutes les tendances qui composent le Hirak, etc. Les revendications, je pense qu'on peut déjà faire les 10 points sur lesquels on peut faire converger toute la classe politique. Mais il y a un préalable très important, c'est qu'il faut que le rapport de force, j'en parlais depuis tout à l'heure, le rapport de force, il faut qu'il soit en faveur du peuple pour obliger Nizam et sa police politique qui ont un contrôle strict de la scène politique. On voit les arrestations, il faut les dénoncer, je pense. Est-ce que vous pensez qu'il est en faveur du peuple, ce rapport de force ? Pour le moment, il est largement en faveur du peuple. Le régime est en train de souffrir méchamment. Ils sont en train de partir en vrille dans tous les sens. La guerre des clans, elle fait rage. Ils sont en train de s'emprisonner les uns les autres. Le spectacle est hallucinant, moi je dis. Je pense qu'ils ont la capacité de nuire par la violence armée et autres, parce que le régime algérien, on connaît son histoire quand même, on sait de quoi sont capables certains éléments qui composent le vrai pouvoir. Et par contre, il n'a aucune ressource politique, il n'a pas de projet politique, il n'a pas d'issue politique. Le régime est dans la crise totale en fait. Très bien. Oui, c'est-à-dire que c'est sûr que le régime il nous emmène dans une impasse. Voilà. Le souci est là. Et quand je parlais de rapport de force, sur des points qui sont très clairs, c'est pas beaucoup de points. Et là, à ce moment-là, on peut s'attendre à... C'est-à-dire que c'est global, tout est temperlé, chaque chose tient par la volonté de la précédente. L'essentiel, c'est de trouver un corpus d'ordre général. Un corpus d'ordre général, essayer de se fondre dedans
et essayer de faire avancer pour essayer d'avoir le véritable rapport de force et infléchir la position. Parce que finalement, on est tenu par quoi? Que par une élection du 12. C'est le seul problème qu'on a avec l'institution militaire, enfin l'institution, avec l'état-major. C'est le seul problème. Moi, je ne vois pas, vous aussi. Est-ce que vous pensez que ces élections auront lieu? Après, on donnera la parole à Yassine. Est-ce que vous pensez que ces élections auront lieu? Je pense. Les Algériens donc, ont fait avorter 2 élections qui étaient prévues, la première le 18 avril, c'était pour un 5e mandat, et la deuxième élection, c'était prévu le 4 juillet. Est-ce que vous pensez que cette élection prévue le 12 décembre sera avortée par le peuple algérien? C'est-à-dire, je ne suis pas devin, mais je pense que les conditions telles qu'elles vont être mises en place par le Hirak rendra impossible, à mon sens, la tenue des élections dans un climat apaisé. Quand on dit le Congrès américain est venu, faut dire aussi, il faut ramener ça aussi à la déclaration de M. Mignard, il faut ramener ça au soutien du syndicat national des journalistes français aujourd'hui ou hier pour les journalistes algériens. Et il faut qu'on prenne conscience, nous, en tant qu'Algériens, même l'institution devrait le faire. C'est l'institution militaire qui focalise sur nous, par son comportement autoritaire, par les embastillements des têtes d'affiche du Hirak, par l'embastissement de ceux qu'on accuse éventuellement d'atteinte au moral de l'armée, qui fait que les Européens et même les États-Unis viennent s'enquérir de la situation. Amnesty International a fait un communiqué aussi. Et nous, les gens du Hirak ne sont en rien pour ça. Eux sont pacifiques. Le souci, c'est celui-là aussi. C'est le comportement du chef d'état-major et de l'état-major qui rend le regard des étrangers sur nous, non pas malveillant, mais qui viennent s'enquérir véritablement quel est le problème. Monsieur l'état-major nous propose une date, le 12 décembre et l'élection. Le peuple est en train de lui dire, basiquement, non, on ne veut pas de cette élection. On veut des élections, mais on doit passer par une transition. C'est tout, voilà le hiatus où il est. Et Rouhouga, c'est évidemment le gouvernement bédoui doit impérativement tomber. Très bien. Et la présidence de l'État aussi. Bien sûr. Alors, c'est clair que tout se cristallise autour des élections, en fait. Mais derrière, c'est que le régime actuel, il ne veut pas lâcher, en fait. Il ne veut pas lâcher le pouvoir. Comme vous l'avez dit, en fait, on a pu faire annuler les élections d'avril, juillet, et là, on espère que les élections de décembre n'auront pas lieu. Même si, moi, je pense que le pouvoir, il fera tout pour passer en force. Parce que, justement, il a besoin d'avoir une façade, donc, de pouvoir civil pour faire face, pour parler avec... Est-ce que vous pensez qu'il pourra passer en force? Est-ce que vous pensez qu'il réussira à passer en force? En tout cas, s'il réussit, il n'aura pas du tout un pouvoir légitime, ni un président légitime. Il ne fera que reporter le problème. De toute façon, en fait, et moi, je pense, tel que c'était rappelé, que les conditions actuelles, bien sûr, ne permettent pas du tout, enfin, donc, d'avoir des élections libres, des élections, enfin, qui permettent, en tout cas, d'avoir, de faire sortir le meilleur d'entre nous. Impossible. Ça a été rappelé. Tout le monde veut des élections. Les millions de gens qui sont dans la rue, c'est pour avoir donc des élections, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quel climat. On veut en fait réviser le code électoral, on veut réviser la liste électorale, on veut avoir accès libre aux médias, on veut permettre aux gens donc d'aller faire campagne librement, de se mouvoir librement. On veut que les détenus politiques soient libérés. Mais pas, en fait, tu vas pas faire, vous n'allez pas fermer les médias, bloquer les rues, bloquer la capitale, emprisonner donc les gens et demander aux gens donc d'aller voter. Ça, c'est quelque chose que, encore une fois, ça rappelle un peu le fossé dont je parlais au début. Un fossé incroyable entre ce que les jeunes aspirent et même Belmadi, ce qu'ils souhaitent pour l'Algérie. Enfin, ils y croient, tout le monde y croit, sauf le système, en fait. Tout le monde y croit dans une Algérie nouvelle qui peut passer le cap. En fait, on parlait donc des solutions. Enfin, les solutions, on le sait. Enfin, on peut diverger sur des détails. Mais globalement, sur les grandes lignes, enfin, tout le monde est d'accord. Enfin, on sait comment faire pour ramener notre pays vers un horizon plus stable, plus serein. C'est pas très compliqué. Mais par contre, il faudrait un minimum de volonté politique. Pour l'instant, on ne l'a pas en face. Très bien. Semil, comment vous voyez l'évolution des choses dans les semaines à venir? Beaucoup de questions, beaucoup de peurs. Comment les choses vont évoluer? Est-ce que le régime va recourir à la violence? Est-ce que c'est la seule carte? Beaucoup de questions se posent.
Vous avez dit vous-même donc le régime est à sa fin. On parle de fin cyclique, si on peut le dire. Différence de génération, une jeunesse qui aspire à un avenir meilleur, une Algérie meilleure, avec les réseaux sociaux et tout. Et donc ce régime qui est resté avec sa mentalité des années 60, des années 70. Windows 70. Comment donc vous voyez Windows 95, parce que même Windows 95, je pense qu'il n'y a plus d'ordinateur équipé avec ça. Ben ouais, non, le régime, à mon avis, moi je dis le régime, il est en crise. C'est lui qui est en crise. Bien sûr qu'il nous a mêlés à sa crise, en fait. Il a mêlé le pays à sa chute et à sa décrépitude. Hein. Mais ça, il n'y a rien... on n'apprend rien, en fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a fait tellement de mal à ce pays-là qu'on devait absolument passer par là. Ce qui devait arriver, est en train de se produire. Moi, je reste positif, je reste optimiste. Il faudra continuer à faire pression sur le régime. Le peuple, il est en train de nous montrer le chemin. Moi, franchement, je ne dis pas qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Il n'y a pas de solution miracle, en fait. La construction, elle va se faire sur le temps. Les Algériens doivent continuer à faire pression sur le régime jusqu'à ce qu'il n'ait plus de solution. Et en fait, de l'intérieur aussi, à un moment... comme le dirait le sociologue Louari a dit, à un moment, il y a une partie de ces vrais décideurs-là qui vont faire pression sur l'autre partie qui est dure et qui vont les obliger à lâcher du lest, etc. Nous n'en sommes pas là. Pour le moment, les signaux qui sont donnés sont des signaux ils se renferment sur eux-mêmes, ils veulent passer en force, à mon avis. Ils vont aller passer... Tout nous dit qu'ils veulent faire leur élection. Ils ont préparé déjà des partis politiques sortis du chapeau du magicien. Ils ont tout un discours de propagande qui est relayé par leur télé, etc. Ils ont des candidats pour meubler le décor, etc. Le régime, il va aller vers son élection, à mon avis. Sauf que, on va dire, il n'arrive pas à comprendre le peuple qui, lui, aussi ne lâche absolument pas. S'il est sorti le 22 février pour stopper l'élection du 5e mandat, et en 8 mois, le peuple, il est très clair sur le fait qu'il ne changera pas de chemin. On va voir. On est dans un face-à-face entre un régime têtu qui est finissant, qui va quand même partir. On ne sait pas dans quelles conditions, comment ça va se produire, mais il est en train de partir, et un peuple qui, lui... Pour moi, le peuple n'est pas en crise. Le peuple, il est en révolution. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il va tout reconstruire, le peuple. Il est en train de faire ses revendications d'une manière très claire, très cohérente, etc. On ne peut qu'être optimiste pour l'avenir. Très bien. Yassine, Samir Bilatesh, il dit qu'on ne peut qu'être optimiste pour l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez donc de vous? Comment vous voyez les semaines? Mon collègue, je suis très très optimiste. En fait, on ne peut pas l'être lorsqu'on écoute les différentes interventions donc des jeunes, des moins jeunes dans le Hirak, sur la vision, sur la stratégie, sur leur regard sur les différentes lois qui sortent. Il y a un niveau de conscience que personne, enfin en tout cas pas moi, ne donnera une leçon de civisme à ces gens-là. Donc rien que ça, moi ça me donne envie, ça me donne, j'y crois à fond. Et pour les semaines à venir, moi je pense que le pouvoir, il va essayer donc d'aller en force. Il va en fait augmenter la répression, clairement. Il va viser pas des porteurs de Hirak, parce qu'il n'y en a pas, heureusement, mais des personnes qui sont plus ou moins qui parlent, qui sont un peu plus audibles que d'autres. Et le Hirak, il sera là, en fait, on sera présent, et en fait, et le Hirak sera déterminé. Il a une stratégie. En face, il n'y a pas de stratégie. Il a une vision. En face, il n'y a pas de vision. Il a l'âge, il a la fougue. En face, il n'y en a pas. Voilà. Donc tout ça fait que je suis très très optimiste pour la suite. C'est pas simple, mais ça, on le savait en fait. On savait qu'ils n'allaient pas lâcher facilement le pouvoir. Mais voilà. Justement, en fait, juste le combat que nous menons, enfin que tout le peuple mène, c'est pas une question personnelle vis-à-vis des personnes ou des institutions autres, pas du tout. Hein. C'est que juste on a un projet, on porte un projet pour l'Algérie, et ce projet-là, on y croit, on pense qu'on peut le faire. On n'a pas envie, enfin on n'est pas
on n'a pas envie d'être condamné à vivre dans les guerres de l'armée ou dans les guerres des clans. Non, en fait, on aspire à mieux pour l'Algérie, quoi. On aspire mieux. Et c'est presque, si je reprends une expression de Sofiane Jalali, presque il faut aider le pouvoir à partir, à négocier avec lui pour partir. Voilà, très bien. Très bien. Idir, il nous reste le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est-à-dire que je suis intimement convaincu que cette jeunesse aura du souffle. Encore une fois, je rebondis, c'est pas quand on dit le pouvoir n'a pas de vision, il a une vision. Il a une vision, une stratégie. Par contre, le Hirak lui oppose une autre vision, et le Hirak ne propose pas encore de conceptualiser une nouvelle stratégie. Le passage en force, c'est ça, tu penses à ça? Oui, oui, tout à fait. Par contre, il est bien évident que, vous savez, quand Mme Benabou dit publiquement, s'il y a 5% de votants, le vote est validé, le scrutin est validé, donc il est fort possible aussi que le scrutin puisse aller à son terme. Mais moi, ce qui me... j'ai la crainte, c'est pas la peur, hein, la crainte, qu'au moment où la campagne va commencer, dans quelles conditions vont se dérouler les meetings, dans quelles conditions les programmes vont s'affronter, quelle va être la réceptabilité du peuple par rapport à ces candidats. C'est toutes ces questions qui risquent de rendre l'équation un peu plus complexe. Est-ce qu'à ce moment-là, on va utiliser des outils de répression qui seraient plus forts? C'est toutes ces questions-là. Et surtout, moi je dis une chose, les tenants du pouvoir ont l'agenda, ont l'argent, ont les hommes, ont une partie de l'État profond. Donc ça fait beaucoup pour un peuple qui s'éveille et qui veut autre chose. Et c'est toutes ces questions-là qu'il faudra... elles vont se poser. Il faut véritablement que l'élite politique algérienne, que le Hirak, et Samir l'a très bien dit, que ceux qui vont animer le Hirak, ils vont sécréter leurs propres compétences, puis prendre ça en considération. Parce que là, on est dans des équations assez obscures. Et maintenant, les partis politiques, que vont-ils faire? Quand vous voyez, il faut s'interroger aussi, le courant islamiste, M. Jouli est en silence radio. Vous voyez, M. Djabala, il a dit je participe, on n'y va pas. M. Moukhalid dit je ne participerai pas. Mais est-ce que ça sous-entend qu'il va cautionner un candidat type M. Belkhadem? Ces questions d'ordre éminemment politique se posent. Et à ce moment-là, les partis politiques et le Hirak vont avoir des outils avec lesquels ils vont rebondir. C'est ça le souci. Très bien, très bien. Un mot, juste un mot, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Parce que je vais vous le dire il y a quelques minutes, mais il faut faire attention lorsqu'on parle des partis politiques, on parle des partis de position. Pour moi, le Hams ou bien Jaballah, ils ont fait partie du pouvoir en fait. Donc, moi, je ne peux pas les voir comme étant... Comment vous pouvez dire que M. Jaballah fait partie du pouvoir? Il était en fait... Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été ministre. Mais il avait ces éléments dans les différents participé dans les élections. Il a cautionné le pouvoir. Voilà. Très bien. Je pense qu'on doit terminer cette émission. Bien sûr, on doit revenir aussi sur de très belles images qu'on a vues dans cette révolution. On va essayer juste de voir cette innocence qui est sortie aussi. On parle de tout un peuple qui est sorti pour dire non à ce régime. On regarde ces vidéos. C'est extraordinaire. Juste pour finir, cette révolution nous a fait montrer optimisme, détermination, rêve, conscience politique et éveil. Personne ne l'arrêtera.